Le monde d'à peu près. Bonjour chers auditeurs, vous écoutez Le Monde à peu près, émission diffusée par Artemis. Au micro de présentation, Eva, je suis ravie de vous retrouver ainsi que les membres de notre équipe habituelle, Ludovic Bonjour. et Nicolas. Bonjour à tous. Mais aujourd'hui, l'équipe accueille une autre voix féminine en la personne de Amélie Paul. Elle est en Belgique pour quelques jours et elle nous a rejoints pour réintégrer l'équipe d'intervenants du Monde à peu près à notre très grande joie. On espère d'ailleurs de profiter de sa présence en Belgique pour la recevoir ici dans notre studio pour enregistrer avec elle un nouveau numéro de podcast. Amélie, bonjour et re-bienvenue comme intervenant dans Le Monde à peu près. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Je rappelle nos auditeurs qu'Artemis organise des conférences principalement à Bruxelles. Nous vous proposons aussi des podcasts sur divers sujets. Ces podcasts et les enregistrements de nos conférences sont sur notre page web artemis.info et sur des plateformes comme YouTube et Odyssey. Aussi sur des réseaux sociaux comme Facebook et Telegram. N'hésitez surtout pas à vous abonner à tous ces contenus, liker, partager, commenter nos enregistrements. Les commentaires sont les bienvenus pour monter nos contenus pour un meilleur référencement. On compte vraiment sur vous, chers auditeurs. Et aujourd'hui, nous accueillons pour la première fois Claude Archer chez Artemis, lanceur d'alerte belge, activiste du lobby en faveur de la transparence des informations publiques, fondateur de transparentia.be et cofondateur de la maison des lanceurs d'alerte. Monsieur Archer, bonjour. Bonjour Eva, merci pour votre invitation. Vous êtes connu dans le milieu de la dissidence et sur les réseaux dits alternatifs pour avoir fait avancer la cause de l'accès aux citoyens aux informations publiques, car ce sont des informations qui nous regardent tous. Et comme vous le soulignez souvent, il s'agit bien d'un droit fondamental, d'un droit constitutionnel belge selon l'article numéro 32. Je vous laisse expliquer un peu plus en détail en quoi consiste transparentia.be et la genèse de ce site web. Mais merci beaucoup. Mais je dirais que le but derrière tout ça, c'est d'abord de donner confiance aux citoyens qu'ils ont plus de pouvoir qu'ils ne le pensent. Et qu'ils ont tout à fait le droit de s'opposer à un pouvoir arbitraire, à des abus de pouvoir d'autorité publique. Et la transparence a été en fait le moyen, la faille qu'on a trouvée pour réaliser ce but. Et à chaque fois, c'est plutôt donner un outil pour que les gens puissent s'en servir et renforcent le contre-pouvoir dans la société. Parce qu'une société qui fonctionne bien, c'est une société où il y a assez de contre-pouvoir, qui est équilibrée et qui permet de rétablir le rapport de force entre les dominants et les dominés, le pouvoir ou... Juste une chose, vous avez des pouvoirs arbitraires comme ça, assez avec fluidité. Est-ce que c'est, on peut dire que c'est systématique ou c'est pas majoritaire non plus? Parce que comme vous l'avez annoncé, on dirait que le pouvoir est généralement arbitraire. C'est vraiment le cas, par rapport à ce que vous avez pu étudier et voir? Non, ça dépend des cas. Donc, il y a des personnes qui ne sont pas confrontées à des décisions arbitraires et qui se trouvent très bien et n'ont pas envie de se battre contre ça, tant mieux pour eux, si leur vie est tranquille. Simplement, il se fait que beaucoup de personnes sont souvent confrontées, en tout cas, à des problèmes dans leur vie quotidienne où les pouvoirs publics ont une responsabilité. Et pour ces personnes-là, ça les intéresse. Mais si quelqu'un a envie de rester dans son jardin et qu'il va très bien et que sa vie est heureuse, tant mieux pour lui. Pas forcer les gens, forcément. C'est une question d'ignorance, presque plus, alors, à ce moment-là. Les gens n'ont pas forcément la notion qu'ils sont sous... Il y a quelque chose d'arbitraire qui leur est arrivé. Ils disent ok, ça va, ils se posent pas la question. Oui, ou il y a des gens qui sont simplement privilégiés, donc ils ne subissent pas l'arbitraire. Je pense pas que dans les banlieues d'Aulus et Saint-Pierre ici, je pense que ça va très bien. Près de la forêt de Soigne, dans les villas, ils n'ont pas besoin de s'affronter à l'arbitraire très souvent. Oui. Est-ce qu'il y avait déjà, avant la création de votre association, est-ce que vous avez créé un précédent en fait? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait d'autres initiatives qui existaient pour faire valoir ces droits-là, sachant que le mot transparence est à la mode dans les dictatures, je vais dire les dictatures libérales, bon, là c'est un lapsus, mais c'est ce que les démocraties libérales occidentales, le mot transparence était déjà, on nous rebat les oreilles de ce mot. En fait, ce n'est qu'un mot en fait qui est là pour un petit peu pour épater le chaland. Oui, tout à fait. Ici, ce qu'on essaie, c'est de le transformer en un outil, une arme citoyenne contraignante, et pour joindre la parole aux actes. Et dès que chaque fois qu'un responsable public parle de transparence, on dit
bonjour, on voudrait voir vos documents secrets, merci. Et donc, effectivement, c'est une arme assez puissante, vu qu'en théorie, dans l'article 32 de la Constitution, toute information détenue par un pouvoir public, dans un document, peut être demandée par un citoyen en 30 jours. Ça, c'est la base. Et on a fait tout un système pour renforcer la loi, pour que ce soit contraignant, pour que vous ayez plus de moyens de pression pour faire respecter ce droit. Parce que la réalité entre le droit et ce qui se passe sur le terrain est toujours souvent énorme. La question, c'est comment faire respecter ce droit. Dans la Constitution belge, il y a par exemple le droit à avoir un logement décent, le droit à avoir un revenu qui permet de vivre dans des conditions dignes humainement. C'est pas pour ça qu'il est respecté. Donc une fois qu'un droit est là, il vit si les citoyens se battent pour le faire respecter. Et donc on a utilisé ce droit comme un outil un peu pour justement, que ce soit dans une démocratie libérale où on va le dire, ça ne soit pas juste des paroles en l'air, comme vous venez de dire, mais que ça devienne quelque chose d'effectif et que ça devienne contraignant. C'est-à-dire le but était vraiment qu'un citoyen obtienne quasiment les mêmes droits qu'un élu pour avoir accès aux informations qui l'intéressent, que ce soit sur les travaux dans sa rue, sur le réaménagement d'une place publique devant chez lui, sur l'ouverture du centre culturel, ou bien sur l'achat de vaccins, ou bien sur la construction du métro à Bruxelles, tous les sujets, ou les achats de l'armée par exemple, quel que soit son domaine d'intérêt, c'est rétablir un rapport de force en faveur du citoyen en disant « c'est à nous ». L'État, c'est à nous, ça nous appartient. Il est hors de question que des dominants ou des dirigeants considèrent que c'est leur bien privé. Le service public, son nom l'appelle service public, ça nous appartient. Et c'est en fait réaffirmer ce droit de propriété des citoyens sur leur État et leur service public, le montrer comme une évidence pour donner confiance aux gens, dire mais non, on n'a pas du tout besoin de se mettre à genoux pour demander à un ministre combien il gagne, à qui il a donné de l'argent et pour quelle entreprise il va construire cet immeuble. Voilà. Donc on peut préciser justement, parce que ça peut paraître complexe ou quand c'est parti dans un espèce de labyrinthe administratif, que c'est assez simple et que c'est à la portée de la première personne, comme vous disiez, qui habite la rue et qui a besoin de quelque chose de pratique devant chez elle. Il ne faut pas en avoir peur, c'est pas compliqué, c'est pas... En fait, on a fait un formulaire pré-encodé sur Internet pour que les gens puissent directement être dirigés vers la bonne administration. Et surtout, ce qui est très important, c'est que leur demande reste publiée en ligne. D'habitude, écrire un email, d'abord l'écrit, c'est pas évident pour tout le monde, ça il faut bien le dire, mais quand vous envoyez un courrier à l'administration, souvent il n'y a pas de réponse, ou bien on vous envoie sur les roses avec des prétextes que vous ne maîtrisez pas. On vous sort RGPD, on vous sort demande trop vague. Qu'est-ce que c'est RGPD ? RGPD, c'est le règlement général sur la protection des données qui, au départ, a été créé pour empêcher Facebook d'utiliser vos informations privées et les commercialiser. Mais ce règlement a été complètement détourné par les pouvoirs publics pour faire croire que toute information qu'ils détenaient était confidentielle, en invoquant qu'il pouvait y avoir un nom de personne dans le document. Par exemple, j'ai déjà vu dans une commune un bourgmestre qui disait que son nom dans le document, il était une personne privée, alors qu'il est le dirigeant de la commune, dirigeant public, et que donc le document était couvert par le secret du RGPD. Alors c'est tout à fait évidemment un détournement de ce qu'était le RGPD. Le RGPD, c'est pour vous protéger de Facebook, pas pour vous protéger de votre bourgmestre. Voilà. Ou plutôt que pour que votre bourgmestre se protège de vous. C'est ça, oui. Donc, il y a une réelle volonté de rendre ça trop compliqué pour que les gens se découragent. Et aussi, en fait, je pense que la population ne sait pas qu'elle a accès à ces... C'est ça. Est-ce qu'il y a comme... Je m'éparpille dans ma question, mais est-ce qu'il n'y aurait pas comme justement une espèce d'ingénierie qui fait qu'on ne veut pas que les gens reprennent leur pouvoir puis qu'ils soient au courant de tout ça, dans le fond? Tout à fait. Ah oui, c'est tout à fait délibéré. Il y a, une machine administrative qui a pris l'habitude de ne pas rendre de compte. Et donc, effectivement, elle va utiliser toutes les ressources pour ne pas répondre aux citoyens ou lui dire qu'il n'a pas droit à cette information. Donc c'est un changement de culture où on doit faire en fait on doit jouer le rôle d'évangélisateur d'administration, où on doit avec notre bâton de pèlerin et leur rappeler non, tu es obligé de respecter la loi, si. Et la manière de le faire, c'est simplement d'exposer. Donc en fait, c'est jouer le rôle du mur de la honte, et c'est un peu pour ça, c'est afficher les administrations qui collaborent et celles qui ne collaborent pas. Donc le site transparentia.be republie immédiatement les demandes pour qu'on puisse voir, après 30 jours, s'il n'y a pas eu de réponse, une boule rouge, s'il y a eu une réponse, une boule verte, et s'il n'y a eu qu'une demi-réponse, une boule orange. Ce qui permet à chacun de jauger, on va dire, plus les gens utilisent l'outil, plus il est précis pour
créer une sorte de thermomètre de la transparence et de la volonté d'une administration de s'ouvrir à ses citoyens. Et concrètement, qu'est-ce qui se passe au bout des 30 jours si le citoyen n'a pas de réponse? Si le citoyen n'a pas de réponse, alors on lui explique qu'il peut aller faire un recours chez un magistrat par simple email. Pas besoin d'un avocat. Donc on a justement fait énormément de lobbying pour que cette loi existe, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle des CADA, des commissions d'accès aux documents administratifs, qui sont une sorte de tribunal administratif dont la plupart des cas a été mis en place avec un pouvoir de tribunal administratif par notre association, en faisant du lobbying. En Wallonie, on a été jusqu'à encercler le Parlement wallon avec des gilets jaunes quand même. Donc c'était pas de gaieté de cœur que ça a été créé, mais cet outil existe maintenant. Le seul gouvernement en Belgique où il n'existe pas encore, c'est le gouvernement fédéral. Mais partout dans les régions et communautés, les gouvernements sont soumis à ces CADA. C'est-à-dire que vous écrivez après 30 jours un email en disant « Monsieur le magistrat, ils n'ont pas respecté mon droit à la transparence. Depuis 30 jours, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas eu le document demandé. J'ai introduit donc un recours. » Et que va faire le magistrat? Il va rappeler la loi à l'autorité et lui dire quels sont vos prétextes ou excuses pour ne pas le fournir. Et là, il va dire, non, RGPD, vous imaginez, il y a mon nom sur le document. On va lui dire, non, écoutez, vous êtes un personnage public et votre nom est une information publique. On va dire, oui, mais il y a le nom d'une entreprise. Une entreprise, c'est une personnalité publique aussi. Personnalité morale. On dit, non, dans le cadre d'un marché public, si une entreprise reçoit de l'argent public, son nom, on doit savoir où l'argent est dépensé par l'État. Donc, le nom de l'entreprise bénéficiaire est public. Et donc c'est un peu ça, il y a tout ce petit jeu d'excuses, et le magistrat va lui rappeler, et à un moment il va prendre une décision. C'est ça la grande nouveauté, qu'on a mis quelques années à obtenir, c'est que le magistrat va casser en fait le refus du ministre, du ministère, de la commune, etc. De l'autorité publique. Dire non, voilà, moi votre décision est cassée, la décision maintenant c'est que vous êtes obligé de transmettre le document. Et donc ça donne un sentiment de victoire aux citoyens, parce qu'assez rapidement, on va dire en 2 mois et demi, 30 jours pour avoir... C'est assez rapide quand même, le résultat. Disons c'est que pas comme les affaires de justice qui peuvent traîner... Des années et des années, oui, tout à fait. Donc là, c'était le but, c'est avoir une sorte de justice rapide dans ce domaine-là, qui encourage les gens à dire, finalement, c'est juste un petit mail à envoyer et un recours à envoyer. Donc on fait des ateliers de formation où on forme des activistes, des journalistes ou des citoyens, on fait un peu écrivain public, pour les habituer à oser faire ces recours. Mais c'est vraiment une culture à changer, parce que par exemple, les journalistes en Belgique n'ont pas du tout l'habitude, surtout du côté francophone, de le faire. Aux États-Unis, le FOIA, comme on dit, c'est très connu, de faire des Freedom of Information Access Requests. Là, en Belgique, mais pourquoi je demanderais un document par mail au ministre? J'ai qu'à le téléphoner sur son téléphone privé, sur son GSM. C'est ça la réponse d'un journaliste francophone belge. C'est non, j'ai appelé le ministre, il m'a dit que c'est pas vrai. Je dis d'accord, mais il fallait peut-être lui demander la preuve. Oui, mais il n'oserait pas me mentir. Ah bon? On va essayer nous-mêmes, et puis on revient chez le journaliste, vous voyez, il vous a menti. Zut. Voilà, et donc en fait, il y a tout un rapport, c'est une culture de demander des comptes. Et dans un régime en Belgique où il y a une très grande proximité entre la presse, le pouvoir politique, d'autres corps constitués des administrations publiques, à un moment, que des journalistes se réapproprient leur job, en fait, de demander des comptes et des preuves, c'est tout un exercice. Voilà. Au niveau des régions, donc ça existe déjà cette obligation de fournir des informations demandées, mais pas au niveau fédéral, c'est ça? C'est ça, exactement. Et est-ce qu'il y a un espoir qu'on y arrive? Donc là on se bat sans relâche depuis 4 ans pour ça. C'est vraiment un peu David contre Goliath. Là encore, je viens d'apprendre ce matin que la ministre de l'Intérieur va essayer de faire passer la loi non contraignante, donc une loi d'un tigre de papier, ce jeudi matin. Alors que c'était prévu en février. Donc j'ai rencontré quelqu'un de son cabinet il y a 4 jours qui m'a dit non, c'est pour février. Bon, en fait, c'était pour m'endormir. Et heureusement, un parlementaire vient de me prévenir que le texte allait passer au Parlement belge jeudi matin. En fait, l'idée, c'est à chaque fois essayer. Donc on doit à chaque fois alerter tout le monde. C'est énormément de travail. On doit convaincre 1/3 des députés belges en 2 jours d'accepter de stopper le texte et de demander un réexamen du texte par le Conseil d'État. C'est déjà ça fait 1 an qu'on joue à ce jeu-là, et on doit tenir là jusqu'au 9 juin, jusqu'aux élections, pour empêcher la ministre de voter son texte non contraignant, et pour que la pression médiatique devienne tellement forte qu'à un moment, elles doivent baisser les armes. Et c'est ce qui s'est passé. Donc tout le monde me dit, depuis tout le temps, oui, mais c'est David contre Goliath, il n'y a aucune chance. Je dis, non, il y a 5 ans, on nous a dit la même chose, on y est arrivé dans les régions. Donc a priori, on va y arriver,
Et c'est, comme on dit, c'est un moustique ne tue pas, mais il rend fou. Voilà. Ben, c'est ce que je comprends en fait, c'est d'épuiser un peu le système, de les bombarder. C'est un jeu en même temps. C'est ça. De reprendre notre pouvoir, de montrer aux gens qui ont ce pouvoir, mais aussi utiliser-le. Ah oui, c'est ça. Le droit, même si vous avez les meilleurs droits du monde dans un pays, si personne l'utilise, ce droit va mourir. Je veux dire, ce n'est que si vous l'utilisez que l'autorité en face va se sentir obligée de le respecter. Donc oui, on fait le moustique. Et c'était... Attends, je ne sais pas qui avait dit ce proverbe. C'était qui... Celui qui pense qu'un moustique n'a pas de pouvoir doit essayer d'en mettre un dans son caleçon. Enfin voilà, pour voir ce que ça fait. Oui. Oui, il y en a une autre comme ça, qui est un peu plus rude. Ben, poétiquement, c'est votre peur de colibri. Oui, on va dire ça, c'est ça. Mais Voilà. un colibri assez puissant, parce que ce qui se passe, c'est que si au départ c'est un colibri, à partir du moment où on crée une masse critique, en fait c'est de l'éducation citoyenne, de donner le plus de formation possible, d'éduquer le plus de citoyens, d'activistes et de journalistes à ce droit, plus il se renforce. Et donc là, vraiment, au niveau national belge, c'est vraiment le niveau le plus compliqué. On a vu en France avec la loi des retraites, comme c'est compliqué de faire changer une loi, changer un gouvernement qui ne veut pas d'une loi, où tout un pays se révolte et Macron résiste. Donc ici, on est jusqu'au 9 juin, on est vraiment dans une guérilla avec le gouvernement belge qui, il faut y croire, quoi. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'on fait ? On doit aller de manière un petit peu plus forte, c'est qu'on utilise justement l'investigation journalistique comme outil supplémentaire de pression, parce que le site lui-même n'est pas suffisant. Il faut utiliser les informations du site pour transformer ça en scandale, on va dire. En fait, justement par rapport à masse nécessaire, masse critique pour atteindre un but, je me suis fait la réflexion en étudiant un peu tous les cas que vous avez traités jusqu'ici, que ce qui manque peut-être, c'est un marketing pour faire connaître au plus grand nombre votre activité et le site transparencia.b, parce que je crois que c'est pas encore très connu. C'est fait, mais c'est pour ça que je compte sur vous. Donc, les 1 000 € que je viens de vous donner, on a bien compris que c'était pour le marketing. Ah bon? Ah, moi, j'en ai pas vu la couleur. Vous hein. l'avez pas dit? Là, je sens qu'on va recevoir des courriers de citoyens qui vont demander des comptes sur Artemus. Eva. Ah, pardon, Eva, je pensais que c'était... Moi, je vais en demander. Mais je crois que vous avez quand même une place dans les médias traditionnels. Donc, c'est quoi On arrive, mais ça a pris du temps. C'est-à-dire que dans chaque rédaction de presse, il y a une majorité de journalistes qui n'ont pas envie de faire le travail, c'est-à-dire qu'ils veulent être dans le confort de recopier les communiqués qu'ils reçoivent. Et donc, c'est à chaque fois arriver à trouver les jeunes journalistes motivés ou des plus anciens qui ont tenu le coup, parce que la plupart, à un moment, vous baissez les bras. Simplement, au départ, pas uniquement de mauvaise volonté, mais par la précarité du journalisme en Belgique, c'est-à-dire un petit pays divisé en 2 univers journalistiques, francophone et néerlandophone. Donc, si vous voulez un journalisme indépendant, il faut des gens qui puissent payer le journal pour payer des journalistes. Quand vous avez très peu de lecteurs et une culture de l'écrit qui diminue, il n'y a simplement pas assez de gens qui achètent le journal pour payer des journalistes. Et encore moins des journalistes d'investigation. La priorité, ça devient remplir des pages. Comment on remplit des pages le plus facilement? Recopier le communiqué d'un ministre. C'est le plus rapide pour faire un journal en 20 pages tous les jours. Mais c'est étonnant qu'il y ait quand même des gens pour acheter ça, parce que c'est quand même terriblement ennuyeux. Tout à fait. Mais en fait, il y a très peu de gens qui l'achètent. Les chiffres sont tout à fait gonflés. Par exemple, si on prend le journal La Presse Locale, qui est censé être proche des gens, on prend le journal La Capitale à Bruxelles, qui est le groupe Sud Presse, qui est connu Sud Info maintenant comme le plus grand groupe de presse locale en Belgique. En réalité, les chiffres sont tout à fait trafiqués à Bruxelles. Je pense que moi, j'avais eu des chiffres internes que sur une ville d'1 200 000 habitants, en réalité, il n'y a que 600 abonnements payants par jour. Ouais, ça fait léger. Ouais. Donc personnellement, moi, je regarde notre page Facebook où il y a parfois des semaines avec 100 000 vues. Je dis ça va, écoute. Parce que est-ce que, comme c'est le cas en France, par exemple, est-ce que la presse survit grâce aux aides publiques? Entre autres, en vie artificielle, en fait. Oui, c'est ça. Donc il y a la publicité, bien sûr, et les aides publiques. Donc par exemple, il faut à la fois mentir aux annonceurs sur l'audience réelle. Donc par exemple, un journal comme La Capitale ment à ses annonceurs en leur faisant croire qu'ils touchent 300 000 personnes à Bruxelles, alors qu'ils en touchent 600, et pour que le prix de la publicité soit négocié assez cher. Et puis après ça, il faut, avec les pouvoirs publics, avoir un modus vivendi,
écoutez, on se fait les courroies de transmission de vos communiqués bidons et en échange, on a nos subsides. Les subsides seuls ne suffisent pas, mais c'est clairement pas du tout les lecteurs qui payent le journalisme en Belgique. Il y a quelques journaux indépendants qui arrivent, par exemple en Flandre, il y a Apache, qui a réussi, c'est un peu un sort de Mediapart flamand. Il y a d'autres journaux comme Médor qui ont essayé, mais c'est ce qui se casse peu à peu la gueule. Parce que simplement, c'est pas de leur faute, c'est qu'il n'y a pas assez de lecteurs francophones. Dans une culture où les gens ne regardent plus que le numérique et veulent des informations gratuites, en fait, acheter un journal devient un acte militant. Et donc, il faut sortir de l'idée qu'on doit avoir une presse neutre. La seule presse qui peut faire l'investigation va devenir une presse militante en Belgique. Et pour en venir à Transparencia, vous avez, j'imagine, il y a des exemples assez spectaculaires de gens qui ont demandé des choses et on a eu la réalité, le prix. Est-ce que vous avez 2-3 choses à nous raconter comme ça, et d'avoir des choses plus qu'anecdotiques, non, sur des dossiers qui étaient inconnus et qui sont sortis par ce biais-là? Oui, tout à fait. Ça peut aller de découvrir qu'une école où vont vos enfants n'est pas aux normes incendie, que l'électricité risque de prendre feu à tout moment, c'est intéressant. De connaître par exemple des surfacturations. Donc, je parlais le cas des sociétés de consultance, des Big Four, qui ont vraiment infiltré tout l'État belge, toutes les administrations. Donc découvrir l'ampleur de ce détournement d'argent public, c'est-à-dire ça peut aller à des conseils, je l'ai déjà raconté à la télévision, mais des conseils pour acheter des écrans plats pour une administration. C'était la tour où je travaillais. Et on fait un projet avec du marketing, justement, en disant que c'est un projet de connectivité pour le flux d'informations entre une administration moderne et synchronisée avec les demandes des citoyens. Vous voyez, des sortes de novlangues de phrases comme ça, qu'on met dans un PowerPoint. Et donc, on va appeler le projet Digital Signage. Au lieu de simplement dire on achète des écrans plats, on met une télé à chaque étage, un écran tactile et les écrans des employés. Et donc l'achat des écrans plats lui-même, a priori, vous savez, c'est quand même pas une compétence extrêmement compliquée d'aller chez MediaMarkt ou dans n'importe quel supermarché et d'acheter des télés, des grands écrans plats. Et donc ils en avaient pour une tour de 32 étages pour 1 300 000 € d'écran. Et j'ai demandé, tiens, combien est la facture du conseil? Parce qu'apparemment, il a fallu du conseil pour savoir comment acheter un écran. C'est quelque chose de très compliqué. Moi, mes enfants achètent un écran tout seul avec leur cadeau de Noël. La facture des conseils était plus élevée que le prix des écrans. C'était 1 600 000. Il faut le faire. Voilà. C'était dans quelle tour ça se passe? C'est la tour de la région bruxelloise d'Iris Tower, près de la gare du Nord à Bruxelles. Puis est-ce qu'on a démystifié où était parti cet argent-là? Ah oui, un PowerPoint. C'est tout. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est vous arrivez comme consultant et vous demandez aux fonctionnaires de vous fournir toutes les informations. Eux font des PowerPoint. Vous mettez un nom sexy, un emballage, vous avez des templates. Dans les firmes de consultants, ils ont des templates avec des belles couleurs. On injecte l'information des fonctionnaires, on met le cachet Deloitte, McKinsey, PwC, etc. dedans, et on leur vend 1 million, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et alors on avait les PV, par exemple, des réunions de travail entre les fonctionnaires et les consultants. On voyait que les consultants ne prenaient jamais la parole. Jamais. Et donc pendant tout le temps où ils sont, on amène 5 seniors qui restent comme ceux qu'on discute ici. Et quand vous êtes payé 1 000 € pour une prestation quand vous venez vous déplacer, là on est 1, 2, 3, 4, 5 autour de la table. Ça fait 5 000 € à la fin de la journée. À la fin de l'après-midi. Alors que M. Archer nous a donné que 1 000 €. Oui, je suis désolé pour cette sous-facturation. Voilà. Il faut bien qu'on compose la surfacturation de l'autre côté. Mais si ça arrive à aussi petite échelle, imaginons ce qui se passe à grande échelle, c'est traumatisant. Il y avait des exemples avec le Kazakh-Gate, avec oui, tout à fait. les dossiers d'énergie. Les dossiers d'énergie, même l'achat simplement au niveau européen des vaccins Covid. Je veux dire, ça c'est le plus grand vol de l'humanité, le plus gros marché public truqué qu'on connaisse. Parce que même si qu'on soit pour les vaccins ou contre les vaccins, l'Imperial College de London a calculé les coûts de revient. Le vaccin Pfizer, vendu 19 € à la Commission européenne, coûte 50 centimes à produire par dose, tout compris, tous les frais de recherche compris, comme la recherche a été faite essentiellement financée par l'argent public. Donc quand on vend 38 fois son prix un produit à 400 millions d'utilisateurs en Europe, pour plusieurs doses, c'est quand même assez particulier. Ouais.
Vous êtes entré en matière là-dessus, Transparentia. Oui, il y a d'autres personnes aussi. Un utilisateur de Transparentia très actif s'appelle Frédéric Baldan, qui a été porté plainte contre Ursula von der Leyen. Et donc nous, on s'est occupé plutôt du côté belge, parce qu'on a eu cette information sur le marché public truqué de distribution des vaccins et des tests Covid en Belgique. Et Mais qui est responsable de ça? Ça, c'est donc le ministère de la Santé belge. C'est M. Frank Vandenbroek. Frank Vandenbroek, c'est ça, qui lui, en fait, a délégué la centrale d'achat des produits pendant la pandémie à Deloitte, une grosse boîte de consulting, qui elle-même a après fait venir ses copains pour stocker les vaccins, les tests et les distribuer. Et là, ce qui s'est passé, c'est que la société, il y a plusieurs sociétés qui ont proposé leurs services, et la première qui est arrivée était une petite société belge qui se rendent compte, quand elle arrive, que Deloitte a acheté n'importe quoi. Que cette grosse boîte américaine s'est aussi proposée avec des conseils en pandémie. Vous voyez, ils sont spécialisés en achat d'écran plat, ils sont spécialisés en achat en cas de pandémie, en solutions sanitaires à la crise. Il y a d'autres où on les voit, ils sont spécialisés en conseil de déménagement, spécialisés en site web, ils savent tout faire, c'est magnifique. Si demain il faut nettoyer vos toilettes, Deloitte le fera. Spécialiste de la guerre en Ukraine, c'est tout, sûr. Ouais. Voilà. Et donc, toute la clérispande de la pandémie en Belgique était gérée en fait par cette firme privée. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que la firme belge rentre dans les hangars et constate qu'ils ont acheté de la merde. On va dire ça comme ça. Donc, qu'il y a des vaccins qui sont périmés. Qu'il y a plein de tests qu'ils ont achetés en Chine sans vérifier qui sont des tests de contrefaçon, des tests Covid de contrefaçon, que plein de matériel certifié, soi-disant c'était des faux labels CE où ils n'avaient pas le label européen, qui est nécessaire pour entrer sur le marché européen, et ils commencent à alerter le ministère de la Santé. Et donc dans un État qui fonctionne normalement, on dit merci de nous avoir empêché de distribuer des vaccins périmés et des tests de contrefaçon. Vraiment, non. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est que du coup, on les a expulsés, on leur a coupé le contrat et on les a plus jamais payés. Et donc, ils ont subi du harcèlement, au contraire de la fonctionnaire qui travaillait avec Deloitte et d'autres sociétés. Et on a donné le marché à une multinationale française en échange, qui avait l'habitude de travailler dans les autres pays avec Deloitte. Et donc ça, heureusement, on a la grande joie d'apprendre depuis 3 jours que, suite à notre pression, la justice belge va enquêter réellement. Donc on a déposé plainte au début en juin 2023, et c'est seulement maintenant, en janvier 2024, qu'on apprend qu'il y aurait une vraie enquête sur un cas de corruption, c'est-à-dire que la société Lésée a engagé, on va dire, des détectives privés et ont réussi à filmer le haut fonctionnaire, la haute fonctionnaire dans ce cas-ci, qui a fait ses aveux, en fait, qui reconnaît qu'elle a truqué le marché en faveur de la multinationale française. Voilà, c'est une belle histoire. Et c'est légal quand on enregistre quelqu'un à son insu, au niveau juridique? Je crois qu'ils ne se sont pas souciés, les enjeux sont tellement importants, ils ont payé des détectives privés. Ce qui se fait, c'est qu'une fois, nous, en tant qu'association, on reçoit des informations qui sont d'intérêt public, de même qu'un journaliste, ce n'est pas notre rôle de savoir si elles ont été obtenues légalement ou pas. La firme ne s'est pas cachée d'avoir utilisé un détective privé, mais une fois que nous, on la reçoit, c'est d'intérêt public de la transmettre au procureur du roi et aux journalistes. Mais dans ce cas-là, vu que c'est quand même un gros dossier, est-ce qu'on peut penser, contrairement à ce que vous faites chez Transparentia pour les citoyens, que ça va prendre du temps et qu'on ne sait pas si on aura une véritable conclusion dans un délai Alors ici, on va effectivement, si on se fie uniquement à la justice, ça va prendre 10 ans. Mais ce n'est pas notre but. Notre but, c'est qu'ici, en Belgique, dans 4 mois, l'ensemble de la classe politique belge doit se faire réélire. Et pour un ministre de la Santé, faire savoir que pendant toute la pandémie, il a couvert des fonctionnaires qui truquaient l'achat des vaccins et des tests, c'est pas bon. C'est pas bon pour se faire réélire. Donc évidemment, nous, ce qu'on fait, c'est on fait le marketing négatif, on va dire, jusqu'à ce qu'il cède. Et le but derrière, c'est de dire, soyez transparents, mettez toutes ces informations d'achat et de contrat en ligne, sinon on va continuer à creuser. Et donc c'est ce qu'on fait. Et là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pour la 3e fois, la ministre, ou la 4e fois, revient et essaye de faire passer cette loi, on va dire, non contraignante jeudi au Parlement. On va devoir sortir l'artillerie lourde avec un nouveau scandale, tout simplement. Mais est-ce que, alors c'est pas tout à fait votre action, mais est-ce qu'on ne peut pas accuser cette ministre de manœuvre anticonstitutionnelle? Oui, sauf que
vous ne savez pas aller, c'est pas un droit opposable directement, vous n'allez pas aller chez un policier, effectivement, bien sûr qu'elle ne respecte pas la loi, qui viole la Constitution belge tous les jours, mais comme elle n'est pas traduite par un droit qui permet à un citoyen d'aller envoyer un policier en disant à Madame la ministre, s'il vous plaît, faites comme les gamins du quartier, un petit tour en cellule 24 heures, bon, on vous évitera les coups dans la figure pour vous, mais donc c'est pas un droit opposable, donc effectivement, violer la loi, ils le font tout le temps, mais le tout, c'est quelle autorité va essayer de le faire respecter. La règle générale, c'est qu'un procureur du roi, il couvre et il étouffe les dossiers. Ici, ce qu'il y a, c'est qu'on ne lui a pas laissé le choix en lui envoyant la vidéo avec le flagrant délit, en mettant en copie un ensemble de personnes qui savaient que le procureur du roi avait vu la vidéo. Et donc comme ça, il ne pouvait pas enterrer l'affaire. Mais c'est extrême quand Qui même. étaient les personnes en copie? Oh, ça va des journalistes à des officiers de police judiciaire, des magistrats, des enquêteurs aussi, les chefs de la police judiciaire en fait. Mais Je donc, vous écoute, je me demande comment vous pouvez encore passer dans les médias mainstream. C'est quoi la réaction des journalistes quand vous expliquez tout ça? c'est un travail de confiance en fait. Dans chaque rédaction de presse, il faut savoir que dans les médias mainstream, il y a des gens qui ont envie de bien faire leur boulot. Et il faut leur donner le temps parce qu'en général, ils doivent courir toute la journée pour faire des choses qui ne leur plaisent pas toujours. Et donc, il faut toujours leur laisser le bénéfice du doute que dans une rédaction de 100 personnes, il y a 2 journalistes motivés et qu'il faut les trouver. Et donc, une fois que vous créez une relation de confiance avec eux, vous pouvez travailler des années avec eux et ça se passe très bien. Dans les médias mainstream, il y a des gens très très bien. Voilà, C'est rassurant. Oui, tout à fait. Mais ça prend du temps, évidemment. Un ministre ou une entreprise, elle envoie un communiqué, il est reproduit en 5 secondes. Il ne vérifie même pas la source. C'est suivant McKinsey, suivant le ministre. Vous, en tant qu'activiste, parfois, il vous faut 6 mois pour accepter qu'un média de grande ampleur publie votre information. Donc c'est vrai que c'est David contre Goliath, mais à la fin, ça paye, quoi. Et vous êtes aussi, justement, Eva le rappelait dans la présentation, vous êtes à l'origine de la maison des lanceurs d'alerte. Vous vous considérez vous-même comme un lanceur d'alerte? En fait, juridiquement, je suis le premier en Belgique qui a utilisé la loi sur les lanceurs d'alerte. Ah, okay. Donc simplement, comme j'étais bien informé, je suivais cette législation. Et c'est une législation qui a été prise après l'affaire LuxLeaks. Donc LuxLeaks, c'est un auditeur d'un des Big Four, PricewaterhouseCoopers, qui est au Luxembourg, Antoine Deltour, a révélé les accords secrets de fraude fiscale des grandes multinationales au Luxembourg. Et pour ça, il a été poursuivi et condamné, arrêté, et heureusement, il a gagné en appel, et parce qu'on utilisait pour le secret des affaires au Luxembourg pour le réprimer, on va dire. Et donc, face à cette affaire, il y a eu tout un débat avec une grande mobilisation de la société civile entre 2014 et 2016, un comité de soutien Antoine Deltour, et c'est cette grande mobilisation au niveau européen qui a mené, en contrepartie à une loi sur le secret des affaires, pour les citoyens, ils ont dû donner une contrepartie, une loi sur les lanceurs d'alerte, pour protéger ce cas de figure et pour protéger un futur Antoine Deltour. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que autant la loi sur le secret des affaires, elle est passée déjà en 2016, autant la loi sur les lanceurs d'alerte, elle vient d'être votée seulement l'année passée en Belgique. Donc évidemment, comme par hasard, la Belgique a traîné pendant 3 ans pour appliquer la directive européenne. Et la directive européenne avait elle-même duré 3 ans depuis 2016. Donc on a fait 2016 plus 3, 2019 plus 3, 2022. Ils ont utilisé le dernier jour. Ça a été passé le 21 décembre 2022. Donc vraiment la dernière date avant qu'il y ait une sanction de la Commission européenne. Donc du coup, connaissant ça, le lendemain de l'entrée en vigueur de la loi, j'ai été frappé à la porte du centre pour lanceurs d'alerte de la région bruxelloise. À propos, il y a quelques irrégularités dans mon ministère. Je voudrais en parler. Et apparemment, j'en ai parlé à la ministre. Elle n'a pas l'air de s'y intéresser. Et donc, ils ont été obligés de me donner la protection. Parce qu'au début, évidemment, ce n'était pas leur but. Mais comme l'Europe leur a forcé à créer un centre pour lanceurs d'alerte, en tout cas un médiateur, et donc ils m'ont donné la protection, et qui a duré, je pense, 1 mois. Donc, j'étais protégé contre le licenciement. Et le rôle, donc, c'est que un institut indépendant va examiner le dossier et voir si c'est une information d'intérêt public. C'était manifestement. Et donc, cette personne qu'on avait nommée là était en fait placée par un des partis politiques au pouvoir et m'a écrit dans une lettre j'ai discuté avec votre chef, on va dire, chef de votre administration, et elle est d'accord qu'il faut retirer votre protection. J'ai ça dans un email, c'est drôle évidemment. Donc ils n'ont pas vraiment compris ce que ça signifiait, la protection des lanceurs d'alerte. Donc la loi existe,
Mais là aussi, on va devoir se battre comme pour la transparence pendant des années pour la faire respecter. Donc c'est très bien d'avoir un texte sur le papier. Et la Maison des lanceurs d'alerte, c'est après la transparence, faire la promotion de cette loi en Belgique pour la faire respecter tout simplement. Cette protection, ça consiste en quoi exactement? Donc, c'est une protection pour ne pas pouvoir être licencié? Et c'est ça. Il faut un contrat. Donc, il faut être dans une situation contractuelle avec l'organisme que vous dénoncez. Donc, par exemple, un riverain qui observerait la pollution d'une entreprise qui fait des travaux près de chez lui, qui déverse, on va dire, du pétrole dans l'égout, n'est pas protégé. En France, oui. Ils ont ajouté ça dans la législation française des lanceurs d'alerte. Ce n'est pas le cas en Belgique. Il fallait, comme moi, être employé d'un ministère et y dénoncer le fait que de l'argent qui était censé aider les plus défavorisés n'était jamais arrivé dans leur poche. Voilà. Et donc, à partir de là, ce lien contractuel qui peut être même passé, la protection, c'est contre les représailles. Les représailles, ça peut être un licenciement, ça peut être des sanctions disciplinaires, ça peut être des intimidations policières, si vous arrivez à montrer qu'elles sont consécutives à votre signalement, à votre dénonciation. Donc, pas d'intimidation durant 1 mois et après, on peut être congédié. C'est ça. En fait, ce n'est pas d'intimidation pendant la période d'enquête, c'est beaucoup plus qu'un mois, en réalité. Okay. Mais dans mon cas, je pense qu'ils étaient... En fait, ils ne savaient même pas. On a dit à une autre fonctionnaire, ben voilà, ton poste, ça sera la réception des signalements des lanceurs d'alerte. Je pense qu'elle ne connaissait même pas la législation quand je l'ai appelée. Elle a dû lire la législation et elle avait encore ses pratiques à l'ancienne. Et voilà, c'est aussi simple que ça. C'est l'Europe les force à créer un point de signalement pour les lanceurs d'alerte. Quand elle a été nommée, elle a refusé de prendre les signalements. Après mon cas, un peu échaudé, elle a refusé de prendre les signalements pendant les 9 mois ou les 8 mois suivants. Donc elle était quand même payée 140 000 € par an. Mais elle a refusé, elle a dit « Je n'ai pas de téléphone de bureau de fonction ». C'est pas vrai, elle avait bien sûr un numéro de téléphone que j'avais trouvé, je l'avais appelé, et un email. Et donc je ne reçois pas les plaintes tant que je n'ai pas toute mon équipe constituée. Donc elle a demandé qu'on engage 10 personnes en dessous d'elle, qui aidaient ce bureau, qu'elle ne voulait pas prendre les plaintes avant. Donc les gens pouvaient se faire licencier sans problème avant. Alors qu'elle était payée, elle recevait ses 140 000 € par an. Donc clairement, de nouveau, il n'y a pas vraiment une très bonne volonté des pouvoirs publics belges. Donc c'est toujours la même chose, on a un droit sur le papier, et concrètement, c'est les citoyens qui doivent faire recréer du contre-pouvoir. Donc le but de la Maison des lanceurs d'alerte, c'était justement surveiller les autorités belges, de même que Transparencia, c'était surveiller les autorités belges sur le respect de la Constitution en termes de l'article 32, donc le droit à l'information. Donc moralité, n'attendez pas que l'État vous protège, forcez-le à vous protéger et à respecter la loi, quoi. Mais finalement, cette loi sur les lanceurs d'alerte, on peut se dire que pour une fois, l'Europe a servi à quelque chose. Tout à fait, là c'est Faut vraiment... quand même le signaler. Oui. Mais c'est pas un peu utopique de forcer les autorités à nous protéger alors qu'on sait qu'ils se foutent un peu de notre protection? Ça dépend. Il y a quand même par rapport je dirais à 1830, la création de la Belgique et les enfants dans les mines, il y a quand même du progrès, faut pas le nier. Je le mets. Ouais, j'admets. Donc il y a quand même... C'est plus subtil. C'est plus subtil. Et bon, il y a quand même des milliers d'ouvriers qui sont morts, tués par la police pendant des manifestations pendant tout le 19e siècle pour obtenir un minimum de droits et de protection et voir le droit de vote. Donc à chaque fois, c'est un jeu de balancier. Même si c'est bien sûr... l'État a tendance à être colonisé par des lobbies ou simplement une caste bureaucratique ou politique, ça n'empêche qu'on peut toujours améliorer la situation. Donc, au contraire, il ne faut pas tenir un discours défaitiste en disant de toute façon l'État ne nous protégera pas, il faut le forcer. Là, c'est l'investigation journalistique avant les élections en sortant scandale sur scandale qui permet de faire. C'est ça qui crée pour Transparencia le rapport de force, mais pour arriver à un progrès avant. Là, en Wallonie, par exemple, la situation est bien meilleure qu'il y a 5 ans. Et ça, c'est grâce à nous. Et donc, il y a toujours des marges d'amélioration. Et vous avez dit tout à l'heure que pour faire passer cette loi, vous aviez eu les gilets jaunes qui avaient entouré le Parlement, etc. Oui. Est-ce qu'on peut quand même dire que pour obtenir ce genre de choses, on doit en passer par l'administration, mais qu'on doit aussi en passer un peu par une démonstration de force? On doit compter un peu sur... On ne peut pas être là en Saint-Cyprien en espérant que le système va nous laisser passer. On doit de temps en temps un peu... passer outre de tout ça. Ah, tout ça. Si vous respectez les règles qu'on vous donne, les règles sont faites pour vous épuiser pendant 10 ans. Donc évidemment, à un moment, il faut accepter de franchir les règles, être une sorte de résistant en disant on va jouer avec les règles. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Normalement, vous savez, le Parlement belge, on ne peut pas l'encercler et manifester devant. Il y a une zone neutre. Et on a cherché des failles à ce système. Et donc ce qu'on a trouvé, c'est qu'au moment de la régionalisation de la Belgique,
Donc pour les amis qui nous écoutent à l'extérieur de la Belgique, l'État belge a été découpé en plein de petits morceaux pour donner en fait des mini-baronnies, des mini-royaumes à chaque petite caste. Et donc on a découpé en confetti le pays et on n'a plus un parlement. On a un parlement fédéral, mais on a créé aussi 4 autres parlements régionaux et communautaires. Et donc la loi qui protège un parlement des manifestants, la loi de la zone neutre, en faisant leur découpage de la Belgique, ils ont oublié de le faire dans les parlements régionaux. Donc, on a trouvé cette faille. On s'est dit, donc on peut encercler le Parlement régional. C'est surréaliste ce pays. Voilà. C'est le pays du surréalisme, c'est confirmé. Exactement. Et c'est ce qui nous a permis. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait après ça? Donc, évidemment, là, ils ont surpris la première fois qu'on envahit comme ça le pourtour du Parlement avec plusieurs 100 à 200 gilets jaunes. Ils sont surpris. Donc, la police est déployée. Mais là, il n'y a rien. Ils n'avaient pas pris de décision. Donc, on pouvait le faire. Et on leur dit qu'on revient toutes les 2 semaines. Et donc, qu'est-ce qu'ils font la fois d'après? Ils ont prévu le coup. 5 autopompes, camions de police, et il y a un arrêté de police qui encercle le Parlement wallon, le Parlement régional, avec des barrières. Et donc, nous qui voulions attendre là, on est rejetés à 50 mètres du Parlement, derrière les barrières. Sauf qu'ils avaient oublié une chose, c'est que quand ils ont mis les barrières, les députés étaient déjà à l'intérieur du Parlement. Et donc, ils ont oublié qu'un jour, les députés devraient sortir. Et que nous, on a attendu tranquillement. Ils avaient laissé une seule sortie. Donc en fait, finalement, c'était encore plus facile pour nous. La sortie faisait 1 mètre de large. On s'est mis à 100 à la sortie d'1 mètre de large. Et tout le monde filmait avec des réels Facebook Live. Et alors là, tous les députés passaient en disant « On adore la transparence. On adore. Laissez-nous sortir. » Bien sûr. Extraordinaire. Donc voilà, il faut jouer au chat à la souris régulièrement. Et la 3e fois qu'on est revenu, là, donc à la 2e fois, ils avaient promis, donc on avait réussi on avait quand même l'assurance que le texte allait être voté. Et donc la 3e fois, on a dit qu'on allait quand même venir, mais juste un petit message sur Facebook. Et puis la police m'appelle et dit, il y a une manifestation nouveau? Non, pas du tout. On vient juste comme ça assister au Parlement au vote final. Et on arrive à Parlement, on était 4. Il y avait 4 camions de police. Donc, plus même, c'est un 5e, donc il y avait plus de camions de police que de manifestants. Wow. Donc on se sentait très puissant. On a dit, waouh, un simple commentaire Facebook fait qu'il y a 5 camions de police pour 4 personnes, c'est magnifique. Et alors, c'était vraiment drôle parce que pendant le vote, tous les députés nous regardaient. Vous voyez, j'ai voté, j'ai bien voté. C'était vraiment très très drôle. Ouais. Je crois que là, vous donnez des lueurs d'espoir pour tous les gens qui espèrent encore qu'il y aura des changements. Ah, moi je suis très optimiste. Ah non, je suis très très optimiste. Là, je suis sûr que d'ici au 9 juin, on va encore faire passer 1 ou 2 législations avant les élections. Je voulais aussi parler de SMALS en Belgique, parce que j'ai entendu dans différentes interventions par vous parler de ça. C'est lié au financement des actes médicaux. Oui, voilà, je ne sais plus très bien, mais en oui, tout c'est cas, un peu particulier. C'est une construction aussi à la belge. Donc l'organe qui centralise toutes les données de santé des Belges et qui coordonne toute l'information médicale et de santé est un organe privé créé par les pouvoirs publics, une ASBL comme on dit en Belgique, une association de loi 1905 en France, et donc de droit privé. Et ils ont aussi oublié de la soumettre au droit à la transparence. Donc elle a un budget de 400 millions d'euros par an, et ils ont oublié. Alors donc c'est des budgets entièrement publics. Donc les fondateurs, c'est le ministère de la Santé, le SPF, intégration sociale qui s'occupe des aides sociales, etc. Ministère de l'économie. Et ils ont oublié de dire que c'était une institution publique. Donc quand vous leur demandez une information, ils vous disent ah ben non, c'est une institution privée. Et donc elle est très opaque, effectivement. Étant donné que ça a été créé quand même par les pouvoirs publics, il n'y a pas moyen de les forcer aussi à ces règles de transparence? C'est ça, donc on essaye là maintenant pour le 9 juin de faire changer la loi pour que la SMAL soit soumise à la transparence administrative. Moi j'ai travaillé un moment comme auditeur pour la chancellerie du Premier ministre il y a quelques années, où j'ai dû auditer la SMALS. Et là, c'est là que je me suis rendu compte à quel point on ne savait pas du tout passer ces 400 millions d'euros. Alors, ça ne veut pas dire que la SMALS fait du mauvais boulot, mais quand vous créez de l'opacité comme ça, à un moment, il y a des abus. Parce que quand, année après année, vous pouvez dépenser 400 millions d'euros sans qu'on sache où ils passent,
vous imaginez bien qu'à un moment, il y a quelqu'un La tentation est grande. est grande, voilà. Et donc, effectivement, c'est un peu inquiétant de se dire que toutes nos données... il y a eu des lanceuses d'alerte aussi à l'autorité de protection des données, qui s'inquiétaient du fait que, justement, ceux qui donnaient l'autorisation de consulter nos données de santé publique étaient les mêmes que ceux qui engageaient les consultants qui en vivaient. Et donc, il y avait un manque complètement de contrôle là-dessus. Donc on essaye maintenant qu'elle soit soumise à SMALS, à la transparence. C'est juste un commentaire plus qu'une question, mais bon, ce qui favorise le genre de situation que vous venez de décrire, c'est que les gens pensent que leurs impôts sont bien dépensés. Ils vivent dans l'illusion, d'abord ils ne se rendent pas compte, je crois que tout le monde croit qu'on payait beaucoup plus d'impôts, par exemple, avant la Révolution française, dans l'Ancien Régime, etc. Alors qu'en fait, si l'impôt sur le revenu, par exemple, n'existe que depuis 1913, il y a la TVA par-dessus. On peut considérer quasiment qu'on paye 20% de taxes sur quasiment tout ce qu'on achète, ou 6%, ça dépend, mais c'est quand même énorme. Et donc ça crée une manne absolument providentielle pour toutes les formes de corruption. Je dirais, attention, non, une grande partie de l'argent est utilisée à des choses fondamentales. Je veux dire, l'entretien des routes, des hôpitaux. La question, c'est est-ce qu'il pourrait être mieux utilisé et est-ce que réellement tout l'argent va à ce à quoi il était destiné. Excusez-moi, mais j'ai quand même un problème avec l'entretien des routes quand on parle de la Belgique. Oui, c'est pas fameux, effectivement. Mais je dis pas que rien ne se fait, mais donc il y a une somme absolument faramineuse qui passe finalement en détournement, en corruption ou en engraissage de pâtes. Attention, non. Il y a la masse, je veux dire, dans tout ce qui est dans toute la dépense publique, tout n'est pas corruption. C'est-à-dire, moi personnellement, ça ne me dérange pas de payer. En Suède, il y a parfois des taux d'imposition supérieurs à 50%. Si c'est bien utilisé, et transparent, comme dans les pays nordiques, moi j'ai aucun problème à avoir des services publics de qualité et payer 60% d'impôts. Parce qu'en réalité, les dépenses qui sont mutualisées, c'est des économies pour le citoyen. Quand vous avez des crèches pour tout le monde gratuites, des écoles gratuites, des hôpitaux gratuits, c'est une économie en fait pour tout le monde. Donc ça peut être bien utilisé, les impôts. Donc c'est pas la quantité de l'impôt qui compte, c'est vraiment son utilisation. Sauf que je pense qu'on peut... Pardon, tu dis ? Non, et la transparence, c'est un petit peu ça le problème de la corruption. Mais je crois vraiment, je fais référence au thèse d'Étienne Chouard, par exemple, mais que je ne vais pas développer ici, qu'on pourrait payer beaucoup moins d'impôts et avoir un pays qui fonctionne avec l'entretien des infrastructures, etc. Enfin bon, voilà. C'est possible, mais globalement, moi je viens quand même d'un pays vachement plus pauvre. Je veux dire, ma famille vient d'Haïti, où là-bas, on est content qu'on ne s'est pas fait tirer dessus le soir. Le pays est aux mains de gangs, etc. On a quand même un niveau de vie qui est entièrement supérieur à ces pays. Et peut-être qu'on pourrait payer moins d'impôts, mais en soi, tout impôt qui est bien utilisé de manière transparente, c'est une économie pour le citoyen. C'est ça que ça devrait être. Un impôt, c'est une dépense mutualisée dans le cadre de l'intérêt public. Ça a perdu ce sens-là, c'est-à-dire que l'État ayant été complètement, que ce soit investi par des partis politiques qui l'utilisent comme une sorte de rente de situation, des firmes de consultance et des grosses entreprises qui l'utilisent comme une rente de situation aussi, fait que ce n'est pas utilisé toujours à bon escient. Mais le taux de la dépense publique bien utilisée en Belgique est quand même plus important qu'en Haïti, je veux vous dire. Moi, j'ai eu mon père au téléphone la semaine passée. Je lui demande, papa, ça va? Il dit, oui, je suis assez content. Qu'est-ce qui se passe? Le chef de gang qui nous raquettait à côté vient d'être abattu. Donc voilà, c'est quand même d'autres priorités. Lui, il est déjà content. Il dit, hier soir, j'ai bien dormi, ça n'a pas trop tiré à la Kalachnikov. Vous voyez, là, il n'y a même plus d'État du tout. Et donc, la police, c'est juste un gang parmi d'autres là-bas. Et alors, il y a quand même il y a un stade quand même dans la corruption. Oui, mais je ne sais pas si c'est toujours... Bien sûr que tout ça est vrai, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée de se comparer avec des pays où tout va beaucoup plus mal. Parce que, par exemple, quand on en a parlé avec Thierry Marignac, qui parlait de la situation en Ukraine, on lui avait demandé si... Enfin, il avait dit que une différence essentielle entre la corruption en Ukraine et puis la corruption telle qu'on l'observe au sein même de l'Union européenne, c'est qu'en Ukraine, on a des ministres qui sont des criminels endurcis, qui ont fait de la prison, alors qu'ici, c'est plutôt des criminels en col blanc qui arrivent toujours à passer entre les gouttes. Mais qu'on a un problème de corruption qui, à la base, est assez comparable. Mais à la différence de l'Ukraine, où c'est très compliqué de s'en sortir, parce qu'effectivement, c'est un pays à moitié mafieux, comme beaucoup de pays d'ex-Union soviétique, où en fait l'État était cannibalisé par d'anciens hauts fonctionnaires qui se sont transformés en mafieux.
qui utilisait un langage un communiste, il n'était pas communiste du tout. Je veux dire, même du temps de l'Union soviétique, les dirigeants soviétiques n'étaient plus communistes depuis longtemps, au sens noble du terme communisme, c'est-à-dire essayer de mutualiser la dépense publique dans un sens d'intérêt commun. Et dans ces pays-là, effectivement, qui ont évolué de manière mafieuse, c'est extrêmement compliqué. Mais ici, en Belgique, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on a plein de mafias qui infiltrent l'État, mais la Belgique est un État très faible en comparaison. Je dirais le citoyen a beaucoup plus de leviers de pouvoir qu'il ne pense. Et donc, il ne faut pas s'avouer vaincu et dire la Belgique, c'est comme l'Ukraine, et on a des mafias qui peuvent vous abattre. Non, en Belgique, moi, je serais déjà mort depuis longtemps avec tout ce que je fais. Donc, moi, j'ai des intimidations. Mais c'est une question que je me posais justement là-dessus, parce que vous prenez quand même des risques parfois considérables par rapport à ce qu'on sait. Et est-ce que vous vous sentez menacé des fois? Vous avez des pressions? Il s'est passé des choses bizarres? On vous a plus ou moins fait comprendre, sentir ou pas du tout? Si, bien sûr, mais par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays, c'est n'a rien à voir. En fait, on n'a pas besoin d'avoir une dictature féroce ici en Belgique, parce qu'il y a assez de gâteaux à partager. Ils ont découpé le pays en plein de morceaux. Le pays est assez riche pour dilapider de l'argent. Dans des pays où le gâteau à partager est plus faible, là, effectivement, la lutte pour le partage du gâteau est beaucoup plus violente. Et donc, on va assassiner des opposants, etc. Ici, comme disait Coluche, la démocratie, la dictature, c'est ferme ta gueule. La démocratie, c'est cause toujours. Ici, le gâteau est assez grand pour laisser le cause toujours. C'est au début, il y a 6 ans, qu'on a fait Transparency, ils s'en foutaient complètement. Ils répondaient même pas aux emails. C'était, on laisse courir, on sortait un scandale de temps en temps, ça faisait pchit, etc. Et donc, c'est vraiment un rapport de force qui a dû se construire. Donc, il n'y a pas une nécessité. Il y a des intimidations, bien sûr, mais je ne trouve pas qu'elles soient insurmontables. Alors, bien sûr, par rapport à quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être activiste, si je lui raconte la moitié des intimidations que je subis, il s'enfuirait en courant. Donc, je ne les raconte pas, simplement, parce que moi, je le fais comme porte-parole de l'association, j'assume de les prendre. Mais vous avez déjà été menacé de mort, par exemple? Non. Il n'y a pas eu ça? Non, je ne sais pas, je pose la question. En Belgique, mais ils n'ont pas les couilles pour ça. Enfin, vous savez, quand même, la classe dirigeante belge, c'est essentiellement des fils à papa qui sont nés avec une cuillère en or dans la bouche et qui n'ont jamais dû se battre dans la vie. Donc, quand vous avez quelqu'un qui vient d'un milieu modeste comme moi et qui a dû se battre, ils ont peur. Je veux dire, non, en Belgique, des menaces de mort, mais jamais. On vous menace de perdre votre logement, on vous menace de perdre votre emploi, ça oui, bien sûr. Mais des menaces de mort, ils ont... je veux dire, moi, j'ai déjà rencontré, on parle du Kazakhgate, la mafia d'ex-Union soviétique. Je les ai déjà rencontrés, c'est-à-dire leurs envoyés. Je ne savais pas que c'était eux, mais je les ai su par l'après. Et je vous assure qu'ils ne m'ont pas tué. Parce que voilà, c'était des faux journalistes qui m'étaient envoyés. Je me suis en train de me dire, là, si vous avez tué, non, vous ne seriez pas là, oui, c'est vrai. Voilà, c'est vrai, effectivement, à moins qu'il y ait une réincarnation. Non, mais en Belgique, en fait, les gens sont beaucoup trop dans une culture de soumission et de peur, alors qu'ils ont énormément d'atouts. D'abord, c'est un pays riche, d'abord, il y a plein d'outils citoyens pour se battre. C'est simplement, il faut un lavage de cerveau médiatique pour leur faire croire que la seule manière de se bouger, c'est tous les 5 ans mettre un papier dans une urne. Et donc c'est ça, c'est la grande force du système, c'est croire qu'on est en démocratie et que mettre un papier tous les 5 ans, c'est ça être en démocratie. Non, la démocratie, c'est tous les jours qu'on se bat pour. C'est tous les jours qu'on se bat pour faire respecter ses droits et pas tous les 5 ans. Et donc ça suffit en fait. Donc il n'y a pas du tout besoin de menaces de mort. Tant qu'on lave le cerveau des gens en leur disant « Mais vous avez le droit de voter. Mais enfin, si vous n'êtes pas content, changez de parti au pouvoir. » Tant qu'on raconte ça, il n'y a pas besoin de menaces de mort. Pas du tout. Moi, par exemple, là, aujourd'hui, on a déposé plainte contre la multinationale, la Deloitte. Vendredi, c'était contre le ministre de la Santé. Je suis vivant, je suis là. Il n'y a rien qui m'arrive. C'est toute une culture de la soumission. Quand on le voit dans l'expérience de Milgram, vous connaissez, on montre que c'est l'uniforme du scientifique qui fait que les gens font n'importe quoi. Que même dans une population éduquée européenne ou des États-Unis, des gens sont capables d'électrocuter leurs voisins parce que quelqu'un en tablier blanc leur demande. Mais c'est ça, en fait. C'est juste ça. La force du pouvoir, c'est le tablier blanc. C'est vous faire croire qu'il est fort. Mais globalement, en Belgique, derrière le tablier blanc, c'est des fils à papa de bonne famille qui ont des rentes de situation et qui sont incapables, dans une situation critique, de se défendre réellement sans une armée de sous-fifres qu'ils ont placés partout. Donc faites-leur peur, faites bout très souvent et demandez l'exercice de vos droits. Franchement, je dirais même que par rapport à la France, regardez en France l'énergie, les gilets jaunes, etc. J'ai déjà été dans des conférences, on dit les gilets jaunes n'ont rien obtenu. Je dis oui, en France, en Belgique, oui. En Belgique, grâce aux gilets jaunes, on a eu en Wallonie la loi sur la transparence. Parce que c'est un pays plus fragmenté, où il y a des failles,
Voilà, effectivement, en France, on ne peut pas encercler l'Assemblée nationale. En Belgique non plus, mais comme il y a des parlements régionaux, on pouvait les encercler. Donc c'est un pays qui est plein de trous, c'est un vrai gruyère, et les citoyens ont plein d'opportunités pour rentrer dedans. Donc je crois, cultiver le fatalisme d'un État tout-puissant en Belgique, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Au contraire, il faut faire rire les gens, c'est les guignols en face. Bon, je peux raconter plein d'anecdotes, et n'ayez pas peur, je veux dire, là, c'est eux qui trouillent. Le 9 juin, ils doivent se faire réélire, ils ont tous la trouille, hein. Là, pour le coup, les élections, ça vous intéresse parce que c'est une grosse fenêtre d'opportunité pour vous. Ah oui, il faut tout donner. Là, il faut tout donner vraiment. C'est H24 parce que vous faites en 6 mois ce qui va vous prendre 6 ans. Et donc, c'est un accélérateur du temps. Et donc, tous les activistes, c'est là qu'il faut le faire, quoi. Il faut utiliser tous les canaux possibles dans cette faille, on va dire. Mais justement, concrètement, si les gens nous écoutent, puis là, ils se disent, bon, je veux poser mon premier geste activiste ou quelque chose qui est pas trop risqué, parce que les gens ont peur, mais ils veulent tranquillement. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, disons, un truc qu'ils pourraient dénoncer et qui aurait le formulaire sur votre site, par exemple? Alors, Un truc très concret. Alors, il y a deux choses. Dénoncer, mais tout le monde n'a pas forcément quelque chose à dénoncer. Ça peut arriver, mais c'est souvent quelqu'un qui travaille là, un employé d'une entreprise, mais plus simplement exercer leurs droits aux matières qui l'intéressent. Les gens, comme ils ne se rendent pas compte, comme je disais ici, on est à Boisfort, à la place Keim, il y a des travaux, je vois que toute la place est bloquée. Je suis persuadé ici que dans le quartier, il y a plein de gens qui s'intéressent de savoir combien de temps les travaux vont durer, combien ça a coûté, quelle était la facturation de chaque période de l'acte du chantier et pour quel résultat. Et comment aussi la décision a été prise. Est-ce que c'est en accord avec les habitants ou pas? Mais simplement ça, demandez à votre commune l'ensemble du dossier, c'est un geste aussi simple, vous inscrivez sur Transparentia, vous créez un compte, sur Transparentia, en haut il y a se créer un compte, en haut à droite, vous posez votre question à la commune de Boisfort, et c'est terminé. Si ils sont plutôt en fait collaborants, Boisfort, on leur a même donné un prix au bourgmestre, comme c'était à l'époque le bourgmestre le plus transparent, donc souvent ils vous répondront en moins que 30 jours. Il n'y aura même pas besoin d'aller chez le magistrat. Donc simplement, des personnes vous disent « Oui, mais j'ose pas, j'ai peur qu'après, à la commune, mon dossier soit mal vu. » Et bien c'est ça en fait, c'est arrêter, tant que les gens dans l'éducation, dans les voisins, disent « Mais t'as pas peur d'être grillé, t'as pas peur qu'on te voit mal si tu poses une question au bourgmestre. » Tant qu'il y a ça, le système perdure. Simplement envoyer un email à son bourgmestre, c'est quand même pas la mort, quoi. Être plus curieux un peu, parce que c'est rien de mal, Mais c'est oui. demander des informations. En fait, avoir une culture, on se dit c'est à nous. Notre administration publique, nos services publics, ça nous appartient. Donc j'en suis le propriétaire. Donc c'est normal que je demande à mon bourgmestre qu'est-ce qu'il fait, comment il a dépensé pour refaire la place Keim ici. C'est simplement ça. Ça c'est la base en fait. C'est simplement ce geste citoyen de base de se dire je m'intéresse à ce qui se passe autour de moi et de savoir si mon quartier va être agréable à vivre. C'est pas forcément Julian Assange. Ici, voilà. C'est vrai, c'est ce que ça fait peur aux gens, en fait. Donc moi, maintenant, jamais je n'aurais pensé, il y a 6 ans, que je me retrouverais à porter plainte contre le ministre de la Santé et d'aller porter plainte contre une multinationale américaine. C'est un apprentissage qui prend des années. Moi, j'ai commencé simplement parce qu'on supprimait une plaine de jeux dans la place publique devant chez moi, où mes enfants allaient jouer. C'était ma seule problématique au départ. C'est tout. Et je suis parti de là, et j'ai juste demandé... Je voudrais voir qui a pris la décision, je voudrais voir combien ça va coûter, pourquoi on la supprime. Et j'ai vu directement comment on m'a rabroué au départ. Et maintenant, si je savais ce qui se passerait, qu'est-ce que je ferais? J'appellerais Transparentia par un petit email à info@transparentia.be. Je dis qu'est-ce que je peux faire? On lui expliquerait qu'il a le droit de tout savoir. On lui dirait inscrivez-vous sur le site, posez votre question. Là, il dirait mais j'ai peur de mal me faire voir chez le bourgmestre. Eh bien alors, là, je lui raccrocherai au nez en disant tant pis, mon grand. Ça, tu vas apprendre ton courage à 2 mains. Et je lui raccrocherai au nez. Et puis il revient 2 semaines. Oui, quand même, ok, d'accord. Vous voulez pas le faire pour moi? Et je dirais non, tu vas te retrousser les manches tout seul. Et là, quand il a compris ça, là, on peut commencer à travailler ensemble. Il va faire sa demande en son nom. Il va poser la question à son bourgmestre et on l'aidera en 30 jours à l'avoir. Ce qui peut aussi aider les gens à prendre leur courage à 2 mains, c'est l'idée qu'après, la réponse serait publiée sur votre site et donc plein de gens pourront en profiter de l'information. Donc, c'est une personne qui doit ramasser son courage et poser la question et puis toute une commune peut en profiter. C'est ça, exactement. Après, celui qui a réussi à obtenir, par exemple, je parlais de Charleroi, la liste des logements vides, c'est des associations d'aide aux sans-abri que ça intéressait. Maintenant, cette information elle est disponible pour toutes les associations, pas seulement pour celles-là, et pour tous les habitants, parce qu'on republie la liste sur notre site, évidemment. Mais c'est vrai, ce que j'entends souvent, c'est
peux-tu en parler? Pour moi, je veux rester dans l'ombre. Moi, je travaille dans l'ombre. Mais je crois que là, si on veut faire un changement, il faut que les gens prennent leur courage à deux mains. Il faut le raccrocher au nez. Rester dans l'ombre. Il faut le raccrocher au nez. Je veux dire, tant que tu prends... Allez, écrire un email à une administration, c'est quand même pas si compliqué que ça. Donc si quelqu'un n'est pas capable de faire ça, je vais dire, arrête de te plaindre. Non, mais d'autant que c'est facile et légal. Tout à fait. En plus, ils sont en train de faire un truc terrible, où ils sont dans la clandestinité, ils prennent des risques inconsidérés, ils risquent je ne sais quoi. Non, c'est ça. C'est tout à fait Par contre, tranquille. ce qu'on fait, c'est par exemple pour un employé qui risque de perdre son emploi, qui nous donne des informations en interne. Là, oui, on veut bien poser la question à sa place parce qu'il doit être protégé. Mais jamais un citoyen. Moi, il y a des gens qui disent oui, mais je vais mal me faire voir de mon bourgmestre. Donc vous m'appelez pour que de votre village à Outsipoulé-Bain-de-Pied, où j'irai jamais, donc j'ai rien à foutre. Vous croyez que moi, je vais aller me faire chier à m'en disputer avec votre bourgmestre à votre place? Moi, j'ai fait depuis 6 ans un site pour vous aider. Vous allez écrire votre nom et faire la demande en votre nom. Bon, sûrement que votre bourgmestre... Bourgmestre, c'est Oui, ça? bourgmestre. Votre mère? Voilà, exactement, c'est Il plus n'y en a simple. rien à foutre de vous, de toute façon, probablement. Tu sais, ceux qui disent « Mais Ah, oui. mon Dieu, j'ai peur d'être mal vu. Exactement, c'est ça. Ouais. Oui, à un moment, c'est ça, c'est une question d'éduquer, de changement de mentalité, de déclic, et dire aux gens, ça vous appartient, on arrête, on n'est pas en face de la CIA, quoi. Voilà. On est en face de celui qui met les pots de fleurs dans votre rue, quoi, quand même. C'est pas la CIA, quoi. Voilà. Je pense que le meilleur résumé, qui est un peu léger mais qui est sympathique, c'est qu'en fait, n'ayez pas peur, nous sommes dirigés par des clones, vous êtes tranquilles. Voilà, Quoi. c'est vrai. Tout à fait. Ah oui, surtout en Belgique, vraiment. Surtout en Belgique, il faut rajouter ça. Ah ben oui. Bah oui, attends. C'est pour ça qu'il y a le régime de la peur pour nous garder dans la peur et docile, parce qu'en fait, effectivement, c'est des clowns en haut. Oui, c'est une bonne Il n'y a conclusion. pas de grande intelligence. Non, et surtout, vous êtes plus forts, vous avez des droits citoyens beaucoup plus forts que vous ne le pensez. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé le site transparentia.be pour apprendre aux gens à demander des comptes. Et voilà, c'est quand même pas. Ça marche bien. Voilà, on est content. Excellent. Voilà, je crois que beaucoup de nos auditeurs vont apprécier votre message d'espoir sur le levier de pouvoir que nous, les citoyens, nous avons tous pour changer les choses, diminuer la corruption, améliorer la transparence des informations sur l'utilisation de l'argent public, par exemple. J'espère que nous avons contribué à la diffusion de la connaissance et on va aussi mettre votre site en commentaire de ce podcast. Merci. On vous remercie pour nous avoir donné votre temps et toutes ces informations. Et une prochaine fois, au revoir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup à vous.